Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, notre point de départ, c'est un document particulièrement dense et fascinant. Vraiment très dense, oui. Ouais. Il s'intitule La haine numérique. Et l'objectif de cette plongée au cœur de nos sources, c'est absolument pas de faire le procès des réseaux sociaux, Surtout pas. ni de tomber dans un discours technophobe basique, quoi. L'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre une fatigue bien spécifique. Une fatigue qu'on connaît tous, en fait. Voilà, cette espèce de lassitude silencieuse qui nous touche tous quand on scrolle face à la violence des échanges en ligne. C'est le terme exact. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de fournir des clés très concrètes pour passer de la réaction impulsive à la réflexion. Et on va voir que la technologie elle-même a un rôle à jouer. Ouais, on va même découvrir le rôle totalement inattendu que l'intelligence artificielle peut jouer dans ce processus. Et attention, pas comme un censeur qui viendrait faire la police de la pensée, Ah non, pas du tout. mais véritablement comme un miroir de notre propre humanité. En fait, c'est un mystère psychologique passionnant à résoudre, bien plus qu'un simple fardeau technologique. C'est exactement le cadre qu'il faut poser. Et pour asseoir les bases de notre réflexion, il est essentiel de valider cette approche d'emblée. C'est-à-dire, Que les plateformes numériques ne créent pas la haine ex nihilo, à partir de rien. bien sûr, Elles ne sont que des révélateurs, elles agissent vraiment comme une loupe grossissante sur ce que la société porte déjà en elle. ces colères latentes, ces peurs, Exactement, ces fractures identitaires, mais aussi, et on a trop souvent tendance à l'oublier, son désir profond de sens et de relation. c'est paradoxal, mais oui. Totalement, c'est une véritable cartographie de l'humain contemporain qui se dessine sous nos yeux, avec ses ombres et ses lumières. Donc, blâmer uniquement l'outil, c'est passer complètement à côté du véritable enjeu psychologique. Ok, décortiquons un peu tout ça. Le texte parle d'un choc émotionnel face au contenu en ligne. Un choc qui n'est pas toujours spectaculaire d'ailleurs. Et c'est ça qui retient l'attention dans notre source. La haine numérique ne ressemble pas systématiquement à une agression directe. On imagine souvent des insultes en lettres capitales. Ouais, ou des menaces explicites. Mais très souvent, le choc vient de paroles prononcées avec un calme glaçant. C'est parfois le plus violent, oui. Des phrases qui simplifient la réalité de l'autre à l'extrême. Et ça crée une sorte de rupture intérieure. Un sentiment persistant que la rencontre ou le dialogue sont devenus structurellement impossibles. Une vraie sensation d'enfermement. Une analogie qui me vient en lisant ces notes, c'est celle de se retrouver soudainement propulsé dans une pièce minuscule. Avec du bruit partout, Ouais, où des dizaines de personnes hurlent des choses totalement différentes en même temps. L'assourdissement ne vient pas seulement du volume. il vient de la cacophonie des intentions. Exactement. Et cette analogie de la pièce où tout le monde hurle, elle illustre d'ailleurs parfaitement ce que la source décrit comme la surcharge cognitive. C'est ce qui épuise littéralement l'esprit humain. Voilà. Sur les fils d'actualité, c'est le télescopage permanent des registres émotionnels. On peut visionner une vidéo hyper légère et humoristique Et glisser son doigt sur l'écran, et tomber la microseconde suivante sur un débat identitaire d'une violence inouïe, puis sur une pub pour des chaussures. et enchaîner sur une tragédie internationale. C'est ça. Notre cerveau, d'un point de vue strictement biologique et évolutif, n'est tout simplement pas conçu pour absorber des transitions émotionnelles aussi brutales. Sans le moindre temps d'intégration en plus. Absolument. C'est précisément cette friction neurologique qui engendre la fameuse lassitude intérieure. Et pour bien comprendre comment l'architecture même de ces espaces favorise cet épuisement, le document met en lumière 3 mécanismes structurels de la haine en ligne. Le premier de ces mécanismes, c'est la simplification. Oui, parce que les interfaces exigent des formats extrêmement courts. Des punchlines, des slogans qui frappent l'esprit instantanément. Le problème, c'est que la complexité de l'expérience humaine, avec tous ses doutes, toutes ses nuances, ça rentre tout simplement pas dans un slogan de quelques dizaines de caractères. C'est structurellement impossible. Donc quand on force la réduction d'une question sociale complexe à une phrase choc, on mutile la nuance. Et le propos devient mécaniquement conflictuel, presque instantanément. L'architecture même du texte pousse à la polarisation. C'est fascinant la manière dont cette perte de nuance est littéralement récompensée par le système. Ce qui nous amène au deuxième mécanisme détaillé dans notre source, la visibilité algorithmique. Ceux qui écoutent savent bien que l'algorithme cherche à maximiser le temps d'attention. Bien sûr, mais ce que le texte souligne avec beaucoup de finesse, c'est la mécanique psychologique derrière cette captation. L'algorithme n'a aucune morale. Zéro conscience éthique. Zéro. Or, sur le plan des neurosciences, une parole modérée, nuancée ou dubitative fait beaucoup moins réagir le système limbique. Le cerveau émotionnel, donc. C'est ça, beaucoup moins qu'une parole radicale ou indignée.
La haine devient donc hyper visible, non pas parce qu'elle serait soudainement l'opinion de la majorité silencieuse. Mais parce que le tri algorithmique étouffe les voix modérées au profit de ce qui provoque l'émotion primaire. Exactement. Et le troisième mécanisme, c'est le phénomène de groupe, qui est intimement couplé à la projection psychologique. L'écran de l'ordinateur ou du téléphone agit vraiment comme un bouclier désinhibiteur. Il permet à un individu de prendre ses propres peurs, ses frustrations intimes, et de les déverser sur un inconnu. Qui devient une simple cible abstraite, quoi. Et la violence verbale se transforme alors en un rite d'initiation, un moyen d'appartenir à une communauté de pensée invisible. C'est fondamental de comprendre cette architecture. Quand on voit les rouages systémiques tourner de cette manière, on acquiert la capacité de ne plus recevoir chaque commentaire acerbe comme une attaque personnelle. On met de la distance. Ouais, ça change complètement la donne. Ça déplace le problème de l'individu vers la structure. Savoir qu'on évolue dans un environnement conçu pour extraire de l'indignation, ça permet de prendre une respiration. Et ça nous amène directement à la question de la reprise de contrôle. Parce que le texte ne se contente pas de faire un diagnostic sombre. Heureusement, il propose des outils. Dont un concept central, la frontière intérieure. Sur le papier, le terme peut faire penser à une forme de repli sur soi. Comment la source définit ça exactement? La frontière intérieure, c'est une notion absolument cruciale pour notre hygiène mentale numérique. La source insiste lourdement sur un point. Il s'agit surtout pas de s'isoler du monde en vivant dans une bulle. Ni de se forger une carapace émotionnelle cynique. Exactement. S'endurcir à l'excès, refouler toute sensibilité, c'est une stratégie qui demande une énergie psychique monumentale. Et qui finit par nous épuiser tout autant. Oui. La frontière intérieure, c'est en réalité la capacité de tracer une ligne de discernement très fine en soi-même. C'est l'aptitude à regarder un échange d'une grande intensité et de faire instantanément le tri. Le tri entre quoi et quoi? Entre ce qui nous appartient, nos propres valeurs, nos émotions, et ce qui appartient à l'autre, sa colère, ses biais, son agressivité. D'accord. Le document rappelle une vérité fondamentale d'ailleurs. Comprendre n'est pas accepter. Absolument. On peut tout à fait faire l'effort d'analyser le discours de l'autre, faire preuve d'empathie intellectuelle pour saisir quelle peur motive son agressivité. Sans pour autant valider ses propos. Ni laisser sa violence coloniser notre propre espace mental. Concrètement, pour bâtir cette fameuse ligne de discernement, le texte agit presque comme un manuel tactique. Avec des techniques de régulation qui se passent totalement de technologie. Ouais. La première astuce évoquée est presque contre-intuitive aujourd'hui. Ralentir la lecture. Face au flux infini, oui. Choisir de lire lentement face au défilement frénétique, c'est déjà un acte de reprise de pouvoir sur son propre tempo cognitif. Ensuite, il y a l'observation des signaux somatiques. C'est très intéressant de voir comment le texte ramène le numérique, qui semble abstrait, au corps physique. Ah oui. Remarquez qu'on a la mâchoire qui se crispe. Ou les épaules qui remontent, la respiration qui se bloque. Et ça, bien avant que le cortex préfrontal n'ait eu le temps d'articuler un argument en réponse. À l'instant où l'on prend conscience de ce signal physique, l'émotion redevient une simple information transmise par le corps. Elle perd son statut d'urgence vitale. Absolument. Et cette capacité à repérer le signal, c'est ce qui permet d'insérer de la distance. La source propose d'autres micro-pratiques dans cette veine, par exemple le fait d'écrire son publié. Le fameux brouillon de la colère. Exactement. Rédiger toute sa frustration, toute son indignation dans un document texte. Cette action a une vraie utilité psychologique. Elle honore l'élan émotionnel, elle libère la pression. Elle permet au cerveau de vider son sac et d'organiser sa pensée. Mais on court-circuite la mécanique toxique qui consisterait à jeter ce carburant dans l'arène publique. Et enfin, le texte suggère un geste d'une simplicité désarmante. Changer consciemment son attention. Détourner les yeux de l'écran. Fixer un objet matériel dans la pièce, écouter le bruit de la rue, ce simple ancrage rappelle au cerveau que le monde numérique n'est qu'une fraction de la réalité tangible. Ce retour au monde physique crée justement l'espace nécessaire pour réfléchir. Et ça nous pousse à aborder l'un des sujets les plus épineux du texte, l'art du silence. Un vaste programme. Très souvent, quand on navigue en ligne, on se sent investi d'une mission presque chevaleresque. On veut corriger les torts. Ouais, on tombe sur une affirmation factuellement fausse et on ressent cette impulsion physique qui nous dit qu'on doit absolument rétablir la vérité. Le document appelle ça le mythe de la réponse obligatoire. Le texte prend soin de préciser que ce désir de vérité, à la balle, il est très noble. C'est l'expression d'une responsabilité morale. C'est ça. Le drame, c'est que sur des architectures conçues pour l'affrontement, cette noble impulsion se transforme systématiquement en piège. Les tentatives de correction dégénèrent en débats stériles. Des débats circulaires qui ne convainquent personne et épuisent
tout le monde. C'est pour analyser cette dynamique que l'auteur identifie 3 niveaux distincts d'interaction. En parcourant ces 3 niveaux, on reconnaît vite nos propres comportements d'ailleurs. Oh que oui. Le premier niveau, c'est la réponse qui envenime. L'interaction guidée exclusivement par notre propre indignation. On veut démontrer publiquement à l'autre ses failles logiques. Et le résultat est sans appel. On ne fait qu'ajouter du volume à la cacophonie. On nourrit l'algorithme. Le deuxième niveau, c'est le silence pour se protéger. Face à un mur d'agressivité, on se retire. C'est une réaction très saine sur le moment, un instinct de préservation. Mais la source apporte une nuance capitale. Laquelle? Si cette stratégie de retrait devient la seule réponse des personnes mesurées, on assiste à un effacement total de la parole nuancée. Au profit des voix les plus extrêmes. C'est le grand paradoxe du retrait systématique. Ce qui nous amène au troisième niveau. De loin le plus exigeant. Répondre pour apaiser. Et il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une technique de communication superficielle ou de manipulation. C'est une vraie posture de maturité intérieure. Ça implique des actions très subtiles. Poser une question ouverte et sincère, ou reformuler calmement sans aucune ironie, sans chercher à avoir le dernier mot. L'objectif unique, c'est de désamorcer l'escalade et de modifier la tonalité de l'échange. Cela soulève une question cruciale face au mythe de la réponse obligatoire. Est-il impératif de répondre à chaque provocation? Le document est formel. La réponse est non. Choisir consciemment de ne pas répondre, après avoir évalué la situation, c'est un acte de discernement. Ce n'est pas une fuite lâche. Ce silence-là est profondément créatif. Il offre à la pensée le temps de mûrir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, on arrive à l'IA! Oui, parce que quand on parle de modérer les échanges, de faire baisser la tension, le réflexe, c'est de se tourner vers la technologie, vers l'intelligence artificielle. Qu'on imagine souvent sous les traits d'un robot policier rigide. Un système de censure automatisé qui va supprimer la haine. Or, nos sources renversent complètement ce postulat. Le texte rappelle que l'IA n'a aucune conscience morale. Elle ne ressent ni la douleur psychologique, ni l'empathie. Elle comprend pas le sarcasme, elle ne fait que calculer des probabilités sur des suites de mots. Alors comment on peut sérieusement envisager de demander à la machine la plus froide du monde de nous apprendre, à nous, à ralentir et à faire preuve de discernement? L'ironie est palpable. Et c'est tout le génie de cette perspective. Vouloir déléguer à une machine le pouvoir de décider de ce qui est dissible, c'est une démission de notre responsabilité. Alors, c'est quoi sa vraie proposition de valeur selon le document? C'est son utilisation comme partenaire d'entraînement intérieur. L'IA devient une sorte d'école de la relation. Imaginons, on vient de lire un message qui nous met hors de nous, Le rythme cardiaque s'accélère, on tape une réponse incendiaire. chargé d'attaques personnelles. Eh bien, avant d'envoyer, on soumet ce brouillon à l'IA avec une requête spécifique. Du genre reformule ce texte pour enlever l'agressivité tout en gardant la force de mon argument. Exactement. L'IA va agir comme un miroir sémantique totalement neutre. Elle ne juge pas la colère, elle renvoie une version décantée. En faisant cet effort de prompter la machine, on introduit artificiellement une pause. On réintroduit cette fameuse lenteur humaine dont le cerveau a besoin pour repasser en mode analytique. L'IA agit donc comme une zone tampon émotionnelle. Mais la source va encore plus loin. Elle évoque la capacité de la machine à dissiper l'ignorance partielle. L'idée étant que beaucoup d'échanges dégénèrent juste parce qu'il manque une pièce du puzzle contextuel. L'ignorance partielle, c'est un des moteurs les plus silencieux des conflits. Le texte donne l'exemple d'un débat entre un internaute québécois et un Français. Ah oui, l'expression idiomatique, L'un utilise une expression qui exprime l'enthousiasme chez lui, mais qui, lue au premier degré par l'autre, résonne comme une attaque brutale. immédiatement le destinataire perçoit une menace et le dialogue s'embrase. C'est là qu'on peut copier ce message et demander à l'IA ce que signifie cette expression dans le contexte culturel de son auteur. L'IA fournit instantanément le chaînon manquant, l'explication culturelle, avant que l'ignorance ne se fige en certitude conflictuelle. D'accord, avoir ce contexte, c'est génial. Mais ça amène une autre question que le texte explore en profondeur. Si ça vient de malentendus, pourquoi on continue si souvent à s'écharper, même quand les faits objectifs nous sont présentés noir sur blanc? Ah, la résistance à l'information! Pourquoi l'esprit humain refuse-t-il les faits, même présentés avec diplomatie? Si l'on relie cela à la psychologie cognitive, il faut intégrer qu'une idée n'est presque jamais stockée comme un fait isolé. Elle est liée à quoi? À notre construction identitaire, à notre histoire personnelle, notre appartenance à un clan. Donc, lorsqu'une information nouvelle vient contredire notre vision du monde, Le cerveau ne la traite pas comme une donnée à évaluer. Il l'identifie comme une menace existentielle. contre son propre système de croyance? Voilà.
Ajouter de l'information, même formulée de manière neutre, peut provoquer une fermeture cognitive brutale. Un réflexe de défense si l'individu sent que son identité est remise en question. Ce mécanisme ramène le débat sur nous-mêmes. Et c'est là que la source introduit le concept de pureté du cœur. Et on précise bien qu'il ne s'agit pas d'un concept religieux ou de perfection morale inatteignable. Non, le texte l'utilise pour décrire notre intention cognitive. Notre motivation intérieure la plus profonde. En clair, à la seconde où on tape un commentaire, quelle est la force motrice agissante? Est-ce qu'on vise à comprendre la logique de l'autre? Ou est-ce que, secrètement, notre objectif est de l'écraser intellectuellement pour asseoir notre statut dans notre communauté? Cette sincérité intellectuelle, c'est la véritable clé de voûte de l'approche. Si l'intention initiale est viciée, le résultat le sera aussi. Même avec les meilleurs outils du monde, si on utilise l'IA pour optimiser ses arguments afin de détruire l'autre, on ne fait que sophistiquer la haine numérique. À l'inverse, si l'intention est l'ouverture, l'outil devient un pont. C'est pour ça que le document insiste tant sur l'écoute. Dans un monde numérique saturé, écouter véritablement devient un acte de courage. Presque un acte de résistance civile. Suspendre son jugement, tolérer l'inconfort d'un profond désaccord sans céder à la réplique instantanée. Ce travail psychologique, aucune machine ne le fera à notre place. Et ça exige de maintenir un esprit critique hyper affûté. Face aux réponses polies et rationnelles générées par l'IA, le danger serait de sombrer dans la paresse intellectuelle. Il est vital de ne jamais déléguer notre libre arbitre. L'IA propose une structure. Elle met en lumière nos angles morts, mais à la fin, c'est toujours le regard humain, avec son empathie, qui doit valider l'intention finale du message. Exactement. La liberté intérieure réside dans la gestion de cette tension. Accepter l'aide d'un outil performant sans lui abandonner la responsabilité de la pensée. Seul l'être humain peut ressentir le poids réel des mots. Et donner un vrai sens à la relation. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? En synthétisant cette analyse, on s'aperçoit que le défi de la haine numérique n'a jamais été technologique. C'est un enjeu profondément humain. Les algorithmes, l'IA, tout ça ne fait qu'amplifier la matière émotionnelle qu'on y injecte. Et c'est une réalisation fondamentale pour naviguer en ligne aujourd'hui. Plutôt que de subir la surcharge ou de s'enfermer dans des combats stériles, on a le choix. Grâce aux stratégies de la frontière intérieure, on peut transformer chaque interaction en un espace de discernement. Voire de connaissance de soi. Et pour clôturer notre réflexion, il y a cette idée particulièrement provocatrice, inspirée de la conclusion de nos sources. L'intelligence artificielle est et restera dépourvue de conscience morale. Sa fonction, c'est de s'entraîner sur nos données, de reproduire les schémas humains qu'elle observe. La transformation des échanges ne viendra donc jamais de la machine, mais uniquement de la manière dont nous décidons de les structurer. Voici la réflexion à laisser à ceux qui écoutent. Si les immenses modèles de langage de demain s'entraînent en ce moment même sur les milliards de textes que nous publions aujourd'hui, Se pourrait-il que chaque fois qu'on choisit le silence conscient ou une réponse apaisée face à la violence, nous soyons littéralement en train de coder le niveau d'empathie des IA du futur? à notre petite échelle individuelle, C'est une invitation puissante à ne plus percevoir notre comportement en ligne comme de simples réactions éphémères. mais bel et bien comme la matière première qui forgera la rationalité de demain. Tout à fait.